Comment ils vont? La F1 vous a caché quelque chose de très important. La plupart des Formule 1 2026 ont roulé à Barcelone la semaine dernière. Plein de choses ont été observées. Mais nous, simples spectateurs, on n'a rien vu. Bizarre. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et vous allez voir que cette situation a quand même créé un petit malaise. Après les gars, c'est pas parce qu'on n'a rien vu qu'il ne s'est rien passé. Loin de là. Et oui, à Barcelone, on a vu pas mal de choses qui promettent vraiment beaucoup. Si je vous dis que ces F1 2026 ont l'air de mieux aller à Lewis Hamilton, vous me dites quoi? Pardon? C'est bien ce que je me disais. Dans cette vidéo, on décortique cette première session d'essai hyper secrète. On voit qui s'en est bien sorti, qui a souffert, et on se projette sur la suite de ce début de saison qui s'annonce incroyable. Allez, on en parle. D'ailleurs, je sais que cette vidéo, elle arrive un peu tard. Les essais, c'était la semaine dernière. Et bon, pour tout vous dire, elle a été filmée une fois avant que je parte en déplacement. Et bah, finalement, il n'y avait pas de son, donc on a dû attendre que je rentre. Après, il s'est pas passé grand-chose depuis, et vous allez voir, il y a des choses intéressantes. En tout cas, c'est le premier débrief de l'année, les gars. Il va y en avoir une multitude d'autres. On va se régaler. Alors, pour suivre l'actu de la F1 au plus près, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Bouge pas, il y a un petit placement. Il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de présenter une vidéo making-of des FIA Awards pour la FIA. Un contenu qui a été publié sur leur chaîne YouTube. Et qui dit FIA dit international, et qui dit international dit anglais. Parce que oui, j'ai présenté cette vidéo en anglais, devant une audience mondiale. Et pour être prêt, j'ai bossé là-dessus avec le partenaire de cette vidéo, Anglify. Anglify, c'est une formation en langue 100% personnalisée, humaine et bienveillante. Là, pour moi, c'était l'anglais. Et franchement, je dois dire que j'ai été bluffé. Pourquoi? Bah déjà parce qu'ils m'ont pas juste donné une appli ou fait des cours à la volée. Avec Anglify, tu passes d'abord un test de niveau et de personnalité, tu choisis un coach parmi deux au choix, et ton coach te construit un programme 100% personnalisé. Ça prend en compte ton niveau, ton emploi du temps, tes objectifs et même ta manière d'apprendre. Moi, j'avais besoin de progresser sur mon expression orale professionnelle, donc dans mon contexte à moi. Parler anglais devant une caméra avec un objectif, en marchant, en bougeant, etc., c'est vraiment pas la même chose que le faire dans une conversation. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec ma coach, avec qui ça s'est super bien passé. En fait, ce qui est hyper cool avec Anglify, c'est que tout est personnalisé. Le coach te connaît, il a des documents de suivi pour chaque élève. Du coup, tu apprends via une formation qui se base sur tes centres d'intérêt. Et ça, c'est vraiment idéal. Chaque semaine, tu vas avoir un cours individuel en visio, plus un atelier collectif interactif hyper vivant. On va parler de prononciation, d'anglais professionnel, de sport, de voyage. La formation est certifiante et surtout, tu progresses vraiment. Pas juste en cochant des cases, quoi. En tout cas, si vous avez envie de vous mettre sérieusement à l'anglais, je vous invite à prendre un call offert avec un conseiller Anglify. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est simple, ça vous engage à rien et au moins vous saurez si c'est pour vous. Bonne vidéo. La semaine dernière ont eu lieu les premiers tests de pré-saison pour cette saison 2026 à Barcelone. Quoi? Je sais, c'était impossible de savoir puisqu'ils étaient top secrets. Pas de retransmission télé, accès restreint aux médias et aux photographes, et seulement ce genre d'images à se mettre sous la dent en dehors de celle de la F1. Il y a eu une vraie volonté de cloisonner cet événement, à un point assez inédit puisque la police était très présente. Certains journalistes venus observer de loin se sont même fait virer manu militari. En fait, on a véritablement vu une volonté de limiter les images qui sortaient de ce test. Et c'est pas normal, ou en tout cas c'est très inhabituel. D'habitude, les essais de pré-saison sont ouverts aux médias et journalistes, ils sont commentés, disséqués, et nous les spectateurs et fans, on a accès à un minimum d'informations, voire même un maximum en vrai. On sait tout, on va se le dire. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a caché ces tests? Je vais vous expliquer la situation et vous me donnerez vos avis en commentaire parce que j'avoue, moi-même, j'ai un peu de mal à me positionner. Vous ne l'aurez pas raté, 2026, c'est une nouvelle réglementation technique qui présente des changements inédits. Mais non. Si vous l'avez pas compris, là les gars, je sais plus quoi vous dire. Allez voir cette vidéo pour avoir 100% des infos. Ces voitures, elles sont donc radicalement nouvelles, loin d'être définitives, et pleine de solutions temporaires. Vous aurez sûrement vu l'Aston Martin rouler sans ses couleurs, même s'il faut le dire, elle est assez impressionnante, on en parle après. Certaines équipes ont très peu, voire pas roulé. Williams n'était même pas venu au test. En vrai, c'est chaud. Donc montrer ça trop tôt aurait pu amener à des mauvaises conclusions de la part des spectateurs et observateurs, dont les sponsors font partie. Ça aurait pu amener à des comparaisons absurdes, et on va se le dire, ça n'aurait pas eu de sens. Il faut quand même se rendre à l'évidence, les gars. Certaines équipes étaient prêtes, d'autres vraiment pas. Encore une fois, quand tu vois l'Aston comme ça, t'es un sponsor, tu te dis quoi si c'est retransmis? Donc on fait un shakedown non officiel. Au fond, en faisant ça, on protège les équipes et on protège même la F1 elle-même. On est sur une phase de construction et là, l'idée, c'est de s'assurer que les systèmes fonctionnaient et qu'on allait pouvoir commencer la saison de manière sûre avec 11 équipes. On a donc ajouté ce test top secret au calendrier pour que les équipes puissent rouler et revenir à leur calepin en vue des prochains tests qui seront eux vraiment officiels. Imaginez un fan qui verrait une équipe complètement au fond du seau et qui n'arriverait même pas à allumer la voiture. Il comprendrait pas vraiment ce qui se passe. Imaginez des sponsors qui verraient leur équipe faire 300 km quand une autre en fait 2000. Ça, c'est ce dont la F1 et les équipes ont peur. Et au fond, elles ont raison. Il n'y a pas de théorie du complot là-dedans. Le vrai souci, c'est la forme. J'avoue avoir un peu de mal avec le fait d'être aussi strict avec les entités qui permettent aux fans d'avoir accès à l'information, même avec des photographes et journalistes présents à des centaines de mètres du circuit. La F1 et les équipes ont voulu tout contrôler, peut-être un petit peu à outrance cette fois-ci. En vrai les gars, quand on voit que la F1 interdit les diffuseurs pour au final elle-même publier des résumés de ses essais, dans lesquels elle occulte les incidents d'ailleurs, on a un peu tendance à se dire, les gars, vous abusez.
Je comprends que des conclusions hâtives impertinentes peuvent nuire à l'image des marques, mais la solution à ça serait peut-être d'éduquer les sponsors et les nouveaux fans. D'expliquer que c'est pas parce qu'une équipe déclenche un drapeau rouge le premier jour des 9 séances d'essai disponibles qu'elle va rater sa saison. D'ailleurs, on a vu des teams faire très peu de tours sur leur premier jour de roulage, enchaîner leur dernière session comme des boss. Alors on avait fait ça en 2022 pour plein de raisons, dont celles que j'ai énoncées ici, et pour vous dire à l'époque il n'y avait pas de nouveau moteur. Mais les gars, depuis les fans, je pense qu'ils ont compris. D'ailleurs, nous, on est aussi là pour ça, pour expliquer, vulgariser, faire en sorte que les infos passent et soient comprises. Mais bon, on a décidé de faire les choses comme ça, et j'avoue, je trouve que c'est dommage parce que ça peut avoir tendance à faire l'effet inverse, c'est-à-dire déclencher de l'incompréhension. Bref, la F1 vous a caché ses tests, donc peut-être que vous ne savez pas sur quoi les équipes ont bossé, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Qu'est-ce que les équipes ont bien pu faire lors de ces tests à Barcelone du coup? Eh bien figurez-vous que ces essais ont été hyper riches pour les équipes et qu'ils représentent peut-être l'un des moments les plus importants de leur saison. En fait, l'objectif numéro 1 de tout le monde, c'était de faire rouler la voiture le plus possible. Sur 3 jours, puisque même s'il y avait 5 jours de dispo, c'était 3 jours de roulage par équipe, je précise. On voulait donc comprendre les voitures pour connaître les prochaines étapes vers un début de saison safe et performant. Les gars, juste pour que vous ayez le truc en tête, on n'est pas du tout sur la même configuration que les années précédentes. À partir du moment où le moteur évolue, c'est un casse-tête pour les équipes. Il faut le comprendre, l'intégrer, ça peut être une énorme galère. Je sais que je me répète là-dessus, j'ai bien lu les commentaires de cette vidéo, mais je le fais exprès pour que les plus novices d'entre nous comprennent la nuance. L'an dernier, personne ne se serait posé la question de savoir si une voiture allait démarrer, les gars. Là, si. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains, rouler, c'est déjà une victoire en fait. Là, on ne veut pas forcément aller chercher un chrono, on cherche à accumuler les tours pour prendre le plus de data et valider la fiabilité. Vous allez voir dans le chapitre suivant que ça ne s'est pas passé pareil pour tout le monde. Et si vous voulez savoir à quoi ces tests ont ressemblé, c'était pas un truc hyper sexy pour un spectateur, on va se le dire. Des longs relais, beaucoup d'allers-retours au stand, des ajustements permanents et en vrai des programmes hyper variés en fonction des équipes. D'ailleurs, ça peut faire un peu peur. Certaines sont déjà structurées, savent exactement quoi tester, d'autres sont encore en exploration et cherchent des réponses basiques. C'est assez ouf. Je vous dis lesquels dans la partie suivante. Ce qui est sûr les gars, et encore une fois on va entrer dans le détail, c'est que les équipes ont beaucoup appris et qu'elles sont parties avec des certitudes et des doutes. Entrons dans le vif du sujet de ces tests. Parlons des équipes qui ont réussi et de celles qui ont raté leur rentrée. Alors juste avant d'y aller, petit disclaimer les gars. Encore une fois, c'est la première phase du début de saison, on ne sait pas tout. Moi je vous donne des tendances, je fais l'analyse de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, et je condense ça ici pour que vous soyez au top au niveau des infos. On fait comme ça ? Le quatrième groupe, les gars, c'est celui des injugeables, c'est-à-dire les équipes pour lesquelles on n'a pas d'infos. Et dans ce groupe, il y a Williams et Aston Martin. On va commencer par Williams, qui est indéniablement le plus gros flop de ce début de saison. Williams, qui n'est pas venu au test de Barcelone parce que la voiture n'était pas prête. What? Je vous avais dit que ça pouvait être chaud. Je l'ai dit, la voiture ne pouvait pas rouler. Et au-delà de ça, ils n'avaient pas assez de pièces pour assumer ces 3 jours de roulage. En fait, officiellement, ils ont préféré se concentrer sur les tests de Bahreïn. Mon œil. Ce shakedown à Barcelone, il était crucial pour faire rouler les voitures. Ils ont mis du temps à passer les crash tests de la FIA, et il se dit qu'ils auraient passé tout ça en ajoutant du poids sur la voiture, ce qui la mettrait donc en large surpoids. Une très mauvaise chose en Formule 1, je ne vous apprends rien. Donc voilà, c'est un flop. Le plus gros, là, j'ai envie de vous dire, puisqu'ils sont pas venus, et évidemment, ça montre qu'ils sont en retard. Alors ils ont présenté leur voiture officiellement, au moins ça c'est fait, mais j'avoue que c'est quand même hyper décevant pour cette équipe qui avait une dynamique hyper positive en 2025. Rien n'est fait évidemment, et quand on sait à quel point c'est important de rouler, il y a moyen qu'on soit dans une situation où ils sont au fond en début de saison. Affaire à suivre. Bon, vous avez capté, c'est un peu dark pour Williams, mais c'est pas vraiment la même histoire pour Aston Martin qui est dans ce groupe, certes, mais qui est peut-être le cas le plus intéressant de ces premiers tests de pré-saison. Et je vous dis pas ça parce que ça s'est bien passé. C'est pas vraiment ça le truc. Je vous dis ça les gars parce que c'est peut-être d'eux dont on a le plus parlé en fait. Je vous explique. Aston Martin a bien participé à ces tests, même si elle a mis du temps à mettre sa voiture sur la piste, et si globalement ça n'a pas été évident. 65 tours et 300 km parcourus, en vrai c'est eux qui ont le moins roulé. Moins que Cadillac, d'ailleurs, vous avez capté. Ça vaut aussi pour Honda qui est le moteur qui a le moins testé sur ses jours à Barcelone. Et on a parlé d'eux parce qu'on a vu une voiture assez incroyable en fait. C'est la première d'Adrian Newey avec cette équipe, et ça se voit. Dès qu'elle a quitté son garage pour la première fois, sans ses couleurs de course, je précise, elle a choqué tout le monde. En fait, le concept est tellement agressif et conceptuel que le paddock a été pris de court. L'idée, les gars, c'est que ça semble être une voiture qui exploite déjà les limites aéro de cette nouvelle réglementation. Ce qu'on a l'air de voir, c'est que chaque centimètre de cette caisse est exploité. Alors je ne vais pas entrer dans le détail maintenant puisqu'il me semble clair qu'on n'a pas tout vu, mais on dirait qu'Aston a mis le curseur très haut sur l'agressivité. Quand certains ont privilégié la fiabilité, eux ils y sont allés franco. Alors je m'excite parce que Fernando l'a conduit et qu'elle semble avoir du potentiel, hein, vous l'aurez compris. Mais bon, je vais me calmer direct puisque ils ont fait 65 tours. Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé leur apparition vraiment incroyable. En fait, on dirait presque que c'est la seule équipe qui est arrivée avec une voiture aboutie niveau aéro sur ses tests, les autres ayant été hyper conservateurs. C'est très excitant de voir ça, mais on va pas se monter la tête, surtout qu'on a appris qu'ils ont perdu 4 mois dans le développement de cette voiture, ce qui est énorme. En fait, les équipes ont pu développer leur voiture à partir du 1er janvier 2025, et la soufflerie d'Aston n'a été opérationnelle qu'en avril de la même année. Donc voilà, c'est une équipe injugeable et c'est pour ça que je les ai mis dans ce groupe, mais j'avoue que je suis hypé de fou par ce qu'ils ont proposé.
Ce groupe 3, c'est le premier groupe dans lequel je vous parle un minimum de hiérarchie. Je vous rappelle que je mets dans l'équation roulage, déroulement du programme et un minimum la performance. Et la première équipe de ce groupe, c'est Cadillac. En vrai, je suis sûr que vous êtes hyper curieux de savoir ce qu'ils ont fait, puisque vous le savez, ils sont la 11e équipe de cette grille. C'est tout nouveau, c'est très frais, ça fait plaisir. Alors ils étaient là pour le coup, contrairement à d'autres, mais bon, c'est carrément un flop malheureusement sur ces tests. Ils ont eu des problèmes techniques récurrents, le programme a été interrompu plusieurs fois, c'était pas vraiment fluide et le kilométrage est inférieur à la majorité du plateau. 164 tours et 763 km parcourus, c'est le plus faible roulage de toutes les équipes qui ont roulé en dehors d'Aston Martin. En fait, pour résumer leurs essais, on va dire qu'ils ont roulé mais qu'ils n'ont pas pu enchaîner. Et j'ai une chose à vous dire les gars, c'est normal. Ils arrivent à un F1, c'est tout nouveau pour eux, ils apprennent. Là, on est dans la phase de construction de la phase de construction. Je veux bien qu'ils soient pas venus là pour compter les pâquerettes, mais ça va prendre du temps. Faut que les process se mettent en place, intégrer le moteur dans le châssis. C'est long cette histoire. Là, si c'était pas fait, ils se sont un peu pris la F1 dans la tête. Le défi, il est juste énorme pour une équipe qui a annoncé arriver en F1 aussi tard. Ils sont en retard, mais encore une fois, c'est normal. C'est à ça qu'ont servi ces tests, en réalité, vous l'aurez compris. Ils ont été prudents, et l'objectif maintenant, ça va être de rouler plus et d'aller tâter le chrono. Parlons d'une autre équipe qui fait partie de ce groupe. Audi. D'ailleurs, si le sujet de leur présence en F1 vous intéresse, allez voir cette vidéo, on a tout décortiqué pour vous. Bon, Audi, c'est pas un top. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire que c'est un flop, je pense qu'on est plus dans une catégorie intermédiaire, mais c'était pas non plus une semaine incroyable pour eux. En fait, ils ont fait le minimum qu'on attendait d'eux pour être assurés. 240 tours et 1117 km de roulage, c'est loin d'être massif, et si on est à peu près satisfait chez eux, on se dit qu'il reste beaucoup à faire. En fait, on n'a jamais vraiment roulé libéré chez Audi, et il a toujours été question d'ajuster versus de dérouler. Au final, j'ai presque envie de vous dire qu'Audi est à sa place. Quand tu te dis qu'ils reprennent Sauber et qu'ils lancent leur propre moteur, je ne suis pas étonné de ne pas les voir rouler sans s'arrêter. Donc c'est un peu un mix et c'est pas étonnant. D'ailleurs, ça aurait vraiment pu être pire quand tu te dis que Nico Hülkenberg a stoppé la voiture sur la piste mercredi dernier. Après, on va se le dire, ils ont quand même vraiment progressé, puisqu'en ce qui concerne le roulage, ils font 27 tours le premier jour, 145 sur le dernier. Donc c'est quand même relativement positif, même si ça aurait très certainement fait du bien de rouler un peu plus. Après, on va se le dire quand même, le moteur Audi est celui qui a le moins roulé sur ces tests si on met à part le moteur Honda. On entre dans le groupe 2 de cette petite hiérarchie, les gars, et notre première équipe, c'est VCARB. Racing Bulls, donc, pour qui ces essais se sont passés assez correctement. La voiture a roulé normalement, sans trop de problèmes. Les pilotes étaient contents, même si elle a été qualifiée de déroutante par Liam Lawson, ça s'est bien passé. Alors, ils ont déclenché 2 drapeaux rouges le lundi et le mercredi, mais ça n'a pas eu de vrai impact sur leurs essais, contrairement à d'autres équipes. Il y a eu une progression entre le premier et le troisième jour de roulage, all good. Ils ont même parlé de 3 bonnes journées, la base a l'air saine, ils semblent relativement sereins et dans la continuité de ce qu'on a vu l'an dernier de leur côté. Les programmes sont respectés, la voiture n'est pas forcément facile mais donne des réponses claires, c'est bon signe. Parlons maintenant de Haas qui est un cas assez intéressant. Parce que contrairement à d'autres, vous allez voir, il s'est pas passé grand chose. La voiture a roulé, les programmes ont a priori été respectés, pas de crash majeur, pas de journée foutue. Haas a fait des essais propres, sans faire de bruit. 386 tours, 1797 km. Ils sont tout simplement la 3e équipe à avoir le plus roulé sur ces tests. Leur priorité, c'était de faire fonctionner la voiture, de valider les bases et de repartir avec des données exploitables. Et ça a l'air d'avoir fonctionné. Côté pilote, on n'a pas senti d'euphorie, pas d'inquiétude non plus. Les retours sont plutôt neutres, posés. Ça a l'air d'être bon signe aussi. Ça semble être assez solide sur la base, et c'est pour ça qu'ils sont dans ce groupe 2. Il y a une 3e équipe dans cette catégorie d'ailleurs, c'est Alpine. On va parler d'eux parce que c'est un sujet qui me semble aussi très intéressant. Messieurs, dames, Alpine sur ces essais, c'est pas mal. Parce que ça s'est bien passé, ça a bien roulé, et il y a une petite sensation de force tranquille de leur côté. 349 tours et 1625 km parcourus, ils sont la 4e équipe à avoir le plus roulé, les gars. Alors clairement, c'est peut-être les seuls qui peuvent assumer l'optimisme vu d'où ils partent. Je vous rappelle qu'ils étaient derniers en 2025, mais ça change quand même de ce à quoi on a été habitué. De leur côté, ça a été beaucoup de mise en route, de kilomètres engendrés, et ça a été. Alors il y a eu un drapeau rouge le premier jour sur un souci mécanique, mais c'est à peu près tout. C'est assez intéressant les gars parce que j'ai pas grand chose à dire les concernant en fait. Ils n'ont pas eu d'incident majeur, il n'y a pas vraiment une prise de parole forte. A priori ça a déroulé. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on peut être assez optimiste pour eux. C'est mon ressenti personnel. Vous pensez que c'est leur année? Le groupe que vous attendiez tous, le groupe 1. Et on va commencer avec Red Bull, pour qui ça n'a pas été une promenade de santé. Je vous explique. En fait, tout se passait globalement assez bien pour eux sur les 2 premiers jours. Le moteur se montrait même surprenant de fiabilité. Je rappelle que Red Bull Powertrain est associé à Ford pour la première fois et qu'il y avait quelques doutes. Il a beaucoup roulé avec Red Bull et Racing Bulls, a posé peu de soucis, et il a fait plus de kilomètres qu'Audi et Honda par exemple. Donc il y aurait de la fiabilité a priori sur ce moteur. Donc tout ça est super positif globalement, mais Isaac a crash avec la voiture au dernier virage à la fin du jour 2 et ils n'ont pu reprendre la piste que le vendredi pour leur dernier jour de roulage. Ils ont fait envoyer des pièces depuis Milton Keynes et ils n'étaient pas vraiment sûrs de pouvoir reprendre la piste. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé puisque vous l'aurez compris maintenant, ça n'a pas été retransmis. Mais bon, ça a mis un petit coup d'arrêt à leur programme puisqu'ils ont perdu une petite partie du jour 2 et ont déjà dû commencer à utiliser des pièces de rechange. Alors je vous vois venir sur Isaac, l'erreur des essais, tout ça. C'est sûr que c'est pas optimal, mais il est impossible de savoir d'où venait le problème. On ne sait pas si c'est une erreur du pilote ou un problème mécanique. C'est un virage à haute vitesse, les conditions étaient humides, tout est possible.
Ce qui est sûr, c'est que ça ralentit leur apprentissage de la voiture sur ces tests. Ils n'ont roulé que 303 tours pour 1411 km, ce qui fait de la 6e équipe dans ce classement. Et effectivement, c'est pas optimal pour commencer. Après, la voiture est prometteuse et le moteur, je l'ai dit, a l'air de pas mal fonctionner. D'après ce que j'ai compris, ils arriveraient à générer beaucoup d'appui déjà. Affaire à suivre à Bahreïn, mais il est possible que ce soit pas aussi problématique que prévu. Parlons peu, parlons bien, parlons de McLaren. Alors McLaren, c'est pas un top et c'est pas un flop. C'est un peu comme Red Bull en fait, avec un peu moins de drama, puisque pas de crash quoi. 287 tours, 1336 km parcourus, 7e équipe en termes de roulage. Pas fou quand même. Ils ont mis un peu de temps à s'y mettre en fait. Disons que le démarrage a été poussif. Et puis ils ont eu un souci avec le système de carburant le jeudi, ce qui a aussi mis un coup d'arrêt à leur programme global. Alors ça n'a pas été hyper facile pour eux, mais bon, ils ont dit que ça avait été productif. Apparemment, ils ont testé pas mal de configurations pour bien comprendre la voiture. Ça a l'air d'avoir été bien, en dehors de l'incident de jeudi. On parle pas beaucoup de McLaren, je trouve, en ce début de saison, c'est assez ouf. Double champion du monde en titre, constructeur, pilote pour 2025. Mais tout le monde parle des autres. Perso, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont en magasin pour nous, les gars. En tout cas, c'est pas un top sur ces tests, mais peut-être qu'ils passent sous les radars et qu'ils vont nous bluffer à Bahreïn. En tout cas, loin de moi l'idée de les sous-estimer après ce qu'ils nous ont fait sur les 2 dernières saisons. On passe direct aux 2 équipes qui vous intéressent vraiment. Je coupe la vidéo juste 2 secondes. Si ce genre de vidéo te plaît, abonne-toi, c'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo. Et ça nous aide vraiment beaucoup à développer la chaîne. Mais nous aussi un grand pouce levé, c'est hyper important pour le référencement. Merci beaucoup. Retour à la vidéo. Le moment que je sais que vous attendez tous, faut qu'on parle de Ferrari. Je vous voyais tous nous dire que Ferrari allait se planter, vous moquer quand la voiture s'est arrêtée à Fiorano lors du lancement. Eh ben non, Ferrari a été la 2e équipe qui a le plus roulé à Barcelone, les gars. 439 tours, 2044 km. Et le meilleur chrono des essais réalisé par Lewis Hamilton. Alors ça veut rien dire, hein, le chrono clairement, et pour le reste c'est hyper positif. Si on est factuel, Ferrari a énormément roulé. Ça a été dans toutes les conditions, il n'y a eu aucun souci avec la voiture, la compréhension a été réelle, et le moteur semble aussi répondre positivement. Avec 992 tours et 4619 km, il est juste derrière le moteur Mercedes au niveau du roulage. Bon, ça fait une demi-journée de travail, mais c'est hyper positif au vu des rumeurs qu'on avait entendues. A priori, les objectifs ont été atteints, la base semble saine, tous les voyants sont ouverts. Chez eux, on a bossé sur la corrélation, on a passé du temps à comprendre cette nouvelle architecture, et on a bossé sur les sensations des pilotes. D'ailleurs, les gars, en parlant de ça, il semblerait que ce bolide aille mieux au style de pilotage de Lewis Hamilton. On le sait, il a eu beaucoup de problèmes avec l'effet de sol, il n'y arrivait pas en vrai, au point où on a fini par se demander s'il n'était pas temps de prendre la retraite. Et ben selon ses dires, cette voiture est bien plus agréable à conduire que sa devancière. Ça fait du bien à entendre. On a aussi compris que leur boulot avait été super constructif en interne. On sent qu'il est de mieux en mieux dans cette équipe. Peut-être que c'est parce qu'on lui a enlevé son ingénieur de piste avec qui ça se passait pas super bien. C'est quand même très positif. Alors il y a encore beaucoup de boulot, surtout vu ce dont je vais vous parler après. Mais c'est très positif pour Ferrari qui a fait un test solide avec cette nouvelle voiture. Je suis pas en train de vous dire qu'ils vont être champions du monde. Calmez-vous les tifosi. Mais bon, j'avoue, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Parlons maintenant du top de ces essais. De la référence absolue de ce début de saison. Mercedes. Mercedes, c'est l'équipe qui a le plus marqué les esprits sur ces tests à Barcelone. C'est elle qui a fait le plus de tours avec 500 et 2300 km de roulage. C'est elle qui a posé les bases de cette nouvelle réglementation. L'équipe est arrivée opérationnelle direct, elle a roulé tout de suite sans perdre de temps. Le programme a été déroulé. C'était du papier à musique. Les tests ont été fluides, maîtrisés, sans drama. Chez eux, on a vraiment privilégié la compréhension avec des longs relais pour valider les systèmes. Ça a été comme sur des roulettes et ils sont repartis avec des datas claires et une base exploitable tout de suite. Ils ont envoyé un message très fort à la concurrence. Ils savent exactement ce qu'ils font. Là, les gars, c'est assez fou. On a l'impression que Mercedes l'a mis dans le mille direct. En fait, ils ont le point d'équilibre parfait. Quand tu vois ce qu'a fait la concurrence, à part Ferrari limite, Mercedes est au-dessus dans tous les domaines. Alors je suis pas en train de vous dire qu'ils sont favoris, c'est pas ça. Mais clairement, ils ont mis un gros coup de poing sur la table. Ils ont le moteur le plus fiable, l'équipe semble être la plus solide, et on a encore eu du drama en ce qui concerne le loophole dont je vous parlais dans cette vidéo. Toto Wolff a fait une remarque sur l'histoire de la légalité de leur moteur. Il a dit, je cite, « Get your shit together, the engine is legal ». Traduction, reprenez-vous, le moteur, il est légal. Ou arrêtez de déconner quoi. Ça me rappelle un peu ça. You've got a problem, change your fucking car. J'espère vraiment que Netflix était avec lui. On reparlera de ça évidemment. En tout cas, perso, ce qui me fait le plus peur les concernant, c'est que Russell a dit qu'il avait essayé de dépasser les limites de la voiture dès le premier jour de roulage. Pour moi, ça dit tout de l'avance qu'ils peuvent avoir. Et dans l'optique d'une bataille devant, j'avoue que ça me fait un peu tiquer. Quoi qu'il en soit, on va pas s'avancer. Affaire à suivre. Dites-moi ce que vous pensez de leur perf en commentaire. Après ces tests à Barcelone, nous sommes à un moment crucial de cette saison 2026. Les équipes étaient là pour savoir si leur voiture fonctionnait et si leur concept était viable dans le cadre de ces nouvelles règles. Et ben tout le monde n'est pas reparti content. Parce que si certaines équipes ont répondu à des questions, et ben d'autres en ont créé des nouvelles. Et pour vous résumer ce qu'on vient de se dire et ce qu'on a vu sur ces tests, nous avons 4 groupes.
Williams, Aston Martin dont on n'a rien vu, presque, Alpine, V-Carb et As ensuite, et enfin Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes. Même si j'avoue que j'ai presque envie de mettre Marco dans le groupe 0. Alors c'est une hiérarchie hyper prématurée que je vous donne vraiment comme ça, hein. Ça peut et ça va changer. Mais bon, c'est pour vous donner une tendance. Ce qui est fou aussi sur ces tests, c'est qu'on a vu une grande variété de programmes et de façons de rouler, notamment dans la gestion de l'énergie. Ça recharge dans les lignes droites, ça déploie vraiment de manière variée, c'est hyper intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne partie du début de saison s'est jouée à Barcelone, les gars, puisque maintenant on va enchaîner avec des tests officiels, diffusés pour le coup. Et eux vont nous amener vers la première course de la saison, en Australie. Là, actuellement, les équipes travaillent dans les usines, charbonnent à fond sur leur concept, leur intégration moteur, et donc là, on va tout mettre en place pour arriver à Bahreïn avec les nouveautés. Pour info, il y aura 2 sessions de test là-bas, du 11 au 13 février, puis du 18 au 20. D'ailleurs, je finirai là-dessus. En parlant de perf, il semblerait qu'on soit beaucoup moins lent que prévu au final, puisque là, le meilleur temps est claqué en 1,16, alors que l'an dernier, en pole, c'était piècerie en 1,11. Donc on est à 5 secondes sans forcer, avec de l'essence et sur piste humide ou fraîche. Ce qui nous amènerait au 1,13, 1,14, donc 2-3 secondes plus lent que l'an dernier, ce qui est pas mal pour une première année de réglementation. Bref, tout ça est assez positif quand même si Merco semble bien devant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va nous réserver. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!